Ma sœur, l'enfant chéri de mes parents, a couché avec mon mari et est tombée enceinte. Mes parents ont pris son parti et exigent maintenant que je soutienne financièrement leur nouvelle famille. La fois suivante, nous nous sommes retrouvés au tribunal, mais ce que j'ai fait ensuite les a fait pâlir. Ma sœur, l'enfant chéri de la famille, a couché avec mon mari et est tombée enceinte. Mes parents ont pris son parti et exigent maintenant que je soutienne financièrement leur nouvelle famille. La fois suivante, nous nous sommes retrouvés au tribunal, mais ce que j'ai fait ensuite les a fait blêmir. Je m'appelle Éléonore et mon histoire parle de la famille, de ce que signifie être la personne responsable, et de ce qui arrive quand on cesse enfin de porter le chapeau. Dès l'instant où j'ai été assez grande pour comprendre des mots comme responsabilité et déception, j'ai su lequel m'appartenait. J'étais la fille aînée, le porte-étendard. Si quelque chose tournait mal dans notre tranquille pavillon de banlieue près de Lyon, le doigt accusateur avait une drôle de façon de se tourner d'abord dans ma direction. C'était comme une attraction magnétique, et j'étais le pôle nord de chaque problème. Pendant ce temps, ma sœur cadette, Chloé, semblait flotter à travers la vie avec une auréole que seuls mes parents pouvaient voir. Chloé avait 3 ans de moins que moi, mais ce petit écart semblait être un univers entier. Elle était l'enfant chéri, celle dont les erreurs étaient considérées comme de charmantes excentricités, dont l'insouciance n'était qu'un signe d'esprit libre, comme ma mère aimait à le dire. Je me souviens d'un après-midi, quand j'avais environ 10 ans. Maman avait ce vase en porcelaine qu'elle adorait, une chose délicate avec des oiseaux bleu peints qui trônaient sur la cheminée. J'étais dans le salon en train de lire un livre, et Chloé poursuivait notre chat en gloussant. Je lui ai dit de faire attention, mais elle s'est contentée de rire. Un instant plus tard, il y a eu un fracas. Le vase était en 1000 morceaux sur le sol. Quand ma mère est entrée, son visage s'est décomposé. Chloé a immédiatement fondu en larmes. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais mon père est entré juste derrière ma mère, a jeté un coup d'œil à la scène moi, debout, figé, et Chloé, sanglotant par terre et son regard s'est durci sur moi. Éléonore, dit-il, sa voix empreinte de cette déception familière. Tu es la grande sœur. Tu aurais dû la surveiller. Tu sais bien, toi. J'ai été puni pendant 2 semaines. Chloé a eu une glace pour calmer ses nerfs. J'ai essayé d'argumenter, d'expliquer que je ne faisais que lire, mais c'était inutile. Leur décision était prise. J'étais la responsable. Donc, l'échec de la responsabilité devait être le mien. C'était une équation simple et parfaite qui a défini mon enfance. Si nous laissions toutes les deux de la vaisselle sale dans l'évier, c'est moi qui avais droit au sermon sur l'hygiène et le bon exemple. Chloé avait droit à un doux soupir et à un rappel délicat d'être un peu plus attentive. Parfois, je me demandais honnêtement si nous vivions dans 2 foyers différents qui se trouvaient simplement partager la même adresse. Mais la nuit qui brûle encore dans ma mémoire, celle qui a vraiment cimenté nos rôles pour de bon, s'est produite quand j'avais 16 ans. Chloé en avait 13. Nous avions toutes les deux fait le mur pour aller à une soirée chez un terminal. Le genre de soirée où l'on se sent si adulte juste pour y avoir été invité. Nous nous étions blottis devant le miroir de ma salle de bain auparavant, gloussant en traçant nos yeux d'un eyeliner épais et maladroit. Nous sommes rentrés à 1h du matin, convaincus d'être des maîtresses de la discrétion. Mais alors que nous marchions sur la pointe des pieds dans l'allée, la lumière du porche s'est allumée et papa était là, sa silhouette se découpant dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Il a renvoyé Chloé à l'intérieur d'un hochement de tête fatigué et d'un marmonnement, on parlera de faire de meilleurs choix demain. Mais moi? Il m'a regardé comme si je l'avais personnellement trahi. J'ai été consigné pendant 1 mois. Pas de téléphone, pas d'amis, rien. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je fixais le plafond, essayant d'avaler l'amertume qui montait dans ma gorge comme de l'acide. C'était la première fois que je comprenais vraiment. Dans ma famille, mes erreurs étaient écrites à l'encre indélébile, tandis que celles de Chloé étaient des taches effaçables. Alors, j'ai embrassé l'étiquette qu'ils m'avaient donnée. Si j'étais destiné à être la responsable, alors je serais la meilleure fichue responsable qu'ils aient jamais vue. Je me suis plongé dans les livres, les examens, dans la construction d'une version de moi-même si compétente, si réussie que personne ne pourrait m'ignorer ou me rejeter. J'ai obtenu mon baccalauréat avec mention très bien, décroché une bourse partielle pour une bonne université, et je prenais quand même des services à la librairie du campus pour couvrir ce que la bourse ne payait pas. Mes parents étaient fiers, je suppose, mais d'une manière distante, attendue. C'était juste Éléonore faisant ce qu'Éléonore était censée faire.
Pendant ces années universitaires solitaires et stressantes, j'ai trouvé une alliée inattendue, tante Béatrice. C'était la tante de mon père, une femme à l'esprit vif approchant les 80 ans qui vivait à une vingtaine de minutes de ma fac. Elle avait une petite maison bien rangée qui sentait toujours les vieux livres et la cire au citron. J'ai commencé à lui rendre visite le dimanche, d'abord par sens du devoir, mais c'est vite devenu le seul moment de ma semaine que j'attendais avec impatience. Contrairement à mes parents, Béatrice ne m'a jamais donné l'impression d'être dans une compétition que je perdais sans le savoir. Elle me voyait. Je rentrais ses courses de la voiture et elle me tapotait la main, sa peau aussi douce que du papier usé, en murmurant « Tu es la seule qui prend la peine de venir me voir, tu sais. » Ne crois pas que je ne le remarque pas. Un après-midi, j'étais assise dans son fauteuil fleuri, stressée à mort par un partiel de chimie organique à venir. Je me plaignais que je n'aurais probablement qu'un 14, et que mes parents le comparaient à Chloé, qui pouvait rater une matière et recevoir quand même une tape dans le dos pour avoir essayé. Je m'attendais au sermon habituel du genre « Fais de ton mieux ». Mais tante Béatrice m'a juste observé un long moment, ses yeux toujours si brillants sous ses cheveux d'argent, pleins d'une douceur que je voyais rarement. « Laisse-moi te dire quelque chose, Éléonore, dit-elle, sa voix claire et assurée. Tes parents, ils t'aiment, mais ils voient Chloé comme un projet, quelqu'un qui a besoin d'être réparé. Toi, ils te voient comme le produit fini. Ils te tiennent pour acquise parce que tu ne leur as jamais donné de raison de ne pas le faire. » Je la fixais, la gorge serrée. « J'aime passer du temps avec toi, Tati, murmurai-je, le disant enfin à voix haute. Tu ne me compares pas à Chloé. » Elle sourit, un sourire chaleureux et sincère qui atteignit ses yeux. C'est parce que tu n'as pas besoin d'être comparée, dit-elle fermement. Tu es suffisante telle que tu es. Ces mots. Ils étaient comme un pansement sur une blessure que personne d'autre n'avait jamais pris la peine de voir. Dans ce petit salon tranquille, pour la première fois depuis longtemps, je me sentis entière. Je n'étais pas seulement la fille responsable ou l'étudiante surdouée. J'étais juste Éléonore, et c'était suffisant. Pendant que je jonglais avec les cours et un travail à temps partiel, essayant de construire un avenir, Chloé dérivait. Elle a planté son bac en terminale, obtenant de justesse un DAU un an plus tard. Son temps était rempli d'une ribambelle de petits amis qui changeaient aussi vite que les saisons. Mes parents s'inquiétaient, bien sûr, mais leur inquiétude était toujours enrobée d'excuses. Elle se cherche, c'est tout, disait maman avec un soupir. Elle a un esprit plus libre que toi, Éléonore. Un esprit libre. C'est ainsi qu'ils appelaient le fait de n'avoir aucune direction, aucune ambition et aucun respect pour personne d'autre qu'elle-même. La vraie crise a frappé quand Chloé a eu 18 ans. Elle a disparu du jour au lendemain avec un type nommé Stéphane. Il avait une moto customisée, un blouson en cuir usé et un travail si flexible que personne ne pouvait jamais vraiment dire ce qu'il faisait. Un jour, il était barman, le lendemain, roadie pour un groupe dont personne n'avait jamais entendu parler. Mes parents se sont effondrés. C'était la fois où je les avais vus le plus animés. Maman a pleuré jusqu'à en perdre la voix. Papa errait dans la maison comme un homme qui avait perdu un membre. Ses épaules étaient affaissées, son visage pâle et tiré. Ils ont appelé les hôpitaux, signalé sa disparition et même engagé un détective privé. Je rentrais de la fac les week-ends dans une maison épaisse de chagrin et de peur. Et tout ce que je pouvais penser, c'était « Elle a enfin réussi. Elle s'est enfin placée au centre absolu de leur univers. » Puis, 3 mois plus tard, aussi soudainement qu'elle avait disparu, Chloé est revenue à la maison comme si elle était juste sortie faire des courses. Elle s'est assise à la table du dîner, se servant nonchalamment de la purée pendant que ma mère lui caressait les cheveux, sanglotant de soulagement. Stéphane était un crétin, expliqua-t-elle avec un haussement d'épaule. Alors je l'ai quitté. Et c'était tout. C'était toute l'explication pour 3 mois d'agonie. Il n'y eut aucune conséquence, aucun compte à rendre pour les nuits blanches et les milliers d'euros qu'ils avaient dépensés pour la chercher. Mes parents étaient si heureux de retrouver leur enfant chéri qu'ils se sont accrochés à elle comme si de rien n'était. Assise à cette table, je les regardais et j'avais envie de hurler. J'avais envie de me lever et de renverser la table. J'avais envie de leur demander pourquoi mon erreur d'être rentré tard d'une fête à 16 ans m'avait valu 1 mois d'emprisonnement, alors que son erreur de disparaître avec un inconnu pendant 3 mois lui valait une fête de bienvenue. Je voulais demander pourquoi mes erreurs étaient gravées dans la pierre alors que les siennes étaient écrites dans le sable, prêtes à être effacées par la prochaine marée de leur affection. Mais j'ai gardé la bouche fermée parce que je connaissais déjà la réponse. À leurs yeux, j'étais la forte. Je pouvais gérer.
Chloé était la fragile. Elle devait être protégée. L'appel téléphonique est arrivé pendant ma dernière année d'université. J'étais à la bibliothèque, penché sur un manuel, un surligneur jaune planant au-dessus d'une page dont je ne me souviendrai jamais. C'était mon père. Sa voix était plate quand il m'a dit que tante Béatrice s'était éteinte paisiblement dans son sommeil. Je suis resté assise là, figé. Les sons étouffés de la bibliothèque, le bruissement des pages, les toux légères se sont estompés en un rugissement sourd dans mes oreilles. La seule personne qui m'avait jamais fait me sentir vraiment vu, vraiment apprécié, était partie. C'était comme si une porte s'était refermée sur le seul endroit où je m'étais jamais senti inconditionnellement la bienvenue. Le choc ne fit que s'approfondir une semaine plus tard, après les funérailles, lorsque je rencontrai son notaire. C'était un homme âgé et aimable qui parlait d'un ton doux et mesuré. Il expliqua que tante Béatrice avait mis à jour son testament un an auparavant. Elle m'avait tout laissé, sa modeste maison, ses économies, ses comptes soigneusement tenus. L'héritage total s'élevait à environ 150 000 €. Quand je l'ai annoncé à ma mère au téléphone, sa réaction n'a pas été le chagrin pour sa tante ou le bonheur pour moi. C'était de la suspicion pure et simple. Il y eut un long silence, puis elle demanda, la voix fine et tendue, « Elle t'a tout laissé à toi ?» « Oui, » murmurai-je, la gorge encore nouée par le chagrin. Le notaire a dit qu'elle avait fait les changements l'année dernière. Une autre pause. Puis elle soupira, un son lourd de sous-entendu. « Eh bien, dit-elle, et son ton n'était pas celui de l'admiration. C'était une accusation. Tu as toujours été sa préférée. Comme si j'avais d'une manière ou d'une autre manipulé une douce vieille dame pour qu'elle me fasse un chèque. La vérité était beaucoup plus simple. J'avais été là. Je lui avais rendu visite. J'avais écouté. Je m'étais soucié d'elle. Eux ne s'étaient montrés que pour les fêtes. Quand Chloé l'a appris, sa jalousie était une chose vive et laide. Elle n'a pas pris la peine de la cacher. Je suis rentré à la maison quelques semaines plus tard et elle m'a coincé dans la cuisine. C'est tellement injuste, lança-t-elle, les bras croisés sur sa poitrine. Toi, tu as un diplôme universitaire et maintenant un tas d'argent. Et moi alors ? Des années d'amertume se sont échappées de moi avant que je ne puisse les arrêter. Et toi alors, Chloé, répliquai-je, la voix tremblante. Tu as eu les mêmes chances que moi. Tu as eu des parents qui auraient payé pour tout ce que tu voulais. Tu ne les as juste pas saisis. Son visage se tordit en un rictus. Tu te crois tellement meilleur que moi, n'est-ce pas ? Avant que je ne puisse répondre, papa intervint depuis le seuil. Les filles, ça suffit, dit-il, la voix ferme. Puis il me regarda. Éléonore, ne sois pas si dure. Ta sœur essaie juste de trouver sa voie. C'était toujours la même chose. Chloé trouvait sa voie. Moi, j'étais juste censé avoir tout compris. Je suis retourné à la fac ce soir-là, les mains agrippées au volant. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je n'avalais plus seulement l'amertume. Je sentais une étincelle de résolution. Tante Béatrice m'avait laissé plus que de l'argent. Elle m'avait laissé un choix. J'ai retrouvé un mot qu'elle avait glissé un jour dans un livre qu'elle m'avait donné. Son écriture élégante serpentait sur la page. Ne laisse personne d'autre décider de ton avenir, Éléonore. Fais-toi confiance. C'est là que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas laisser ce cadeau être un acompte pour une maison que mes parents approuveraient. J'allais parier sur moi-même. Pendant des mois, j'avais esquissé un business plan pour un petit cabinet de conseil visant à aider les entreprises locales à optimiser leurs opérations. L'héritage était ma chance de le concrétiser. Quand j'ai exposé mon plan à mes parents, ils ont eu l'air horrifiés. Cet argent pourrait être un acompte pour une maison, Éléonore, dit ma mère, le front plissé d'inquiétude. Ou tu pourrais l'épargner pour ton avenir, ajouta papa, son ton impliquant que mon plan était la chose la plus imprudente qu'il ait jamais entendue. Lancer une entreprise, c'est trop risqué. Je les ai regardés, le dos droit, la voix assurée. J'ai fait mes recherches. Je sais ce que je fais. Ils ont échangé ce regard familier, mi-pitié, mi-désapprobation. Mais cette fois, ils ne pouvaient pas m'arrêter. Ce n'était pas leur décision. La première année a été brutale. Des journées de 18 heures, nourries au café bon marché, des piles de rejets et des repas pris dans des barquettes de plats à emporter, penchés sur des feuilles de calcul sur le sol de mon minuscule appartement. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré dans mon oreiller,
convaincu d'avoir commis une erreur colossale et que mes parents avaient raison depuis le début. Mais j'ai continué, porté par le souvenir de tante Béatrice et un besoin désespéré de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Lentement, douloureusement, le vent a commencé à tourner. Une petite boulangerie est devenue mon premier client. Puis un garage local. À la fin de la 2e année, j'avais ma première employée et un minuscule bureau qui n'était pas aussi ma chambre. Au bout de 5 ans, j'avais un vrai bureau, une petite équipe dévouée et la réputation d'être l'une des meilleures consultantes de Lyon. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Grégoire. Il travaillait au service informatique d'une de mes entreprises clientes, grand, le regard stable, avec un esprit subtil qui m'a prise au dépourvu lors des réunions de projet. Après des semaines d'interaction professionnelle, il m'a intercepté dans le couloir un après-midi. Ça fait des semaines que je rassemble mon courage pour vous demander ça, a-t-il avoué, une légère rougeur montant à son cou. Voudriez-vous prendre un café un de ces jours? J'ai ri, un vrai rire sincère. Et moi qui pensais que vous étiez juste très enthousiaste à propos de la sécurité des réseaux. Il a souri, et c'était le genre de sourire qui a détendu mes épaules pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. Après si longtemps à me concentrer uniquement sur la survie et le succès, c'était étrange et merveilleux d'être vu comme plus qu'une chef d'entreprise, plus que la responsable. Avec Grégoire, je pouvais juste être Éléonore. Je pouvais respirer. 2 ans plus tard, il s'est agenouillé sur une falaise venteuse surplombant la côte à Étretat et m'a demandé de l'épouser. Le mariage fut un magnifique flou brumeux de feuilles d'automne et de larmes de joie. Pour la première fois, j'avais l'impression que l'univers rééquilibrait enfin la balance en ma faveur. Peu de temps après, un gros projet a nécessité que Grégoire voyage constamment. Nous détestions tous les deux ça. Au même moment, ma propre entreprise était en pleine expansion, et j'avais désespérément besoin d'un directeur des opérations. Un soir, Grégoire a fait une suggestion. « Et si je venais travailler pour toi, dit-il prudemment. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer les opérations. C'est mon domaine. Nous construirions quelque chose ensemble, côte à côte. » J'étais hésitante. Mélanger les affaires et le mariage me semblait être comme marcher sur une corde raide en pleine tempête. Mais il était compétent. Je lui faisais confiance. Et une partie de moi, celle qui avait tout porté seule pendant si longtemps, aspirait à un véritable partenaire. Alors j'ai accepté. Et pendant un certain temps, c'était parfait. L'entreprise prospérait, et nous aussi. Notre vie parfaite s'est arrêtée brutalement avec un appel téléphonique tard dans la nuit. C'était ma mère, sa voix tendue d'une urgence fabriquée. « Éléonore, je dois te parler de Chloé, commença-t-elle. Elle est de retour à la maison. Sa relation a mal tourné. Elle a besoin d'aide, ma chérie. Elle a besoin de stabilité. » Je fermai les yeux, pressant mon pouce contre ma tempe. C'est reparti. Maman, je ne peux pas être son filet de sécurité à chaque fois qu'elle prend une mauvaise décision. Elle a besoin d'un travail. Maman insista, sa voix commençant à se briser d'émotion. Tu as une entreprise qui réussit. Il y a sûrement quelque chose qu'elle pourrait y faire. Un simple poste administratif. N'importe quoi. La famille, ça s'entraide. Le souvenir du rictus de Chloé après la lecture du testament de tante Béatrice me brûlait l'esprit. Elle n'a jamais gardé un travail plus de 3 mois, dis-je sèchement. Je ne peux pas risquer mon entreprise, le gagne-pain de mes employés, pour elle. Voilà, c'est tout, plaida maman, puis elle porta le coup de grâce. S'il te plaît, Éléonore. Elle a changé. Je te le promets. Tante Béatrice aurait voulu que tu l'aides. Ma résolution s'effrita. Utiliser le nom de tante Béatrice, c'était comme tourner une clé dans une serrure que je ne voulais pas ouvrir. Je me suis défoulé sur Grégoire plus tard cette nuit-là, m'attendant à ce qu'il me soutienne, mais il m'a surprise. Peut-être que tu devrais lui donner une chance, dit-il doucement, posant une main sur mon bras. La famille, c'est important. Les gens peuvent changer. Ces paroles me déstabilisèrent plus que celles de ma mère. Si même Grégoire, mon mari logique et stable, pensait que Chloé méritait une autre chance, peut-être que c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Et ainsi, contre chaque instinct hurlant dans mon corps, j'ai accepté. Quand Chloé est entrée dans mon bureau quelques jours plus tard, j'ai failli ne pas la reconnaître. Fini les queues de cheval en désordre et les t-shirts de groupe froissés. Elle portait un blazer ajusté, ses cheveux étaient coiffés, son maquillage minimal et professionnel.
Elle s'est assise en face de moi, le dos droit, et a fait glisser un dossier sur mon bureau. À l'intérieur se trouvait un certificat d'un programme d'administration des affaires d'1 an. « Je sais que tu as toutes les raisons de douter de moi, dit-elle, la voix calme et douce. Mais j'ai travaillé dur. Je devais me prouver, et te prouver, que je suis sérieuse à l'idée de changer. » Je fixai le papier. La Chloé que je connaissais avait à peine la patience de finir un film, encore moins une formation d'1 an. Une partie de moi sentit une lueur d'espoir. Et si elle avait vraiment changé? Et si c'était le début d'une vraie relation entre nous? Alors, j'ai cédé. Période d'essai de 3 mois, dis-je fermement. C'est tout ce que je peux promettre. Son visage s'illumina d'un soulagement qui semblait si sincère qu'il a presque effacé mes doutes. Merci, Éléonore, dit-elle, les yeux brillants. Je ne te décevrai pas. Pour rendre les choses aussi objectives que possible, j'ai placé Chloé dans le département des opérations, directement sous la supervision de Grégoire. Cela semblait la solution la plus sûre. Il était juste, professionnel, et il verrait immédiatement toute paresse. À ma grande surprise, les premières semaines se sont déroulées sans le moindre incident. Chloé arrivait tôt et restait tard. Elle était charmante au téléphone avec les clients, efficace dans ses tâches et désireuse d'apprendre. Plus d'une fois, Grégoire rentrait du travail et disait, « Tu sais, elle est vraiment douée avec les gens. Les clients l'adorent. » Je forçais un sourire, mais chaque compliment était comme un petit nœud serré se formant dans mon estomac. Ce n'était pas la sœur que je connaissais. Et alors que j'aurais dû être heureuse, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que je regardais une actrice dans une pièce très convaincante. Les semaines se transformant en mois, j'ai dû voyager davantage pour le travail, à la recherche de nouvelles opportunités d'expansion. Chaque fois que je revenais, je trouvais Chloé plus intégrée dans le tissu de mon entreprise. Les employés que j'avais embauchés et formés discutaient maintenant facilement avec elle dans la salle de pause. Grégoire louait son efficacité lors des réunions d'équipe. J'ai commencé à me sentir comme une visiteuse dans ma propre création. Le malaise s'est transformé en une suspicion froide et tranchante un soir, lors d'une petite réception d'entreprise que nous organisions chez nous. J'étais dans la cuisine pour chercher d'autres boissons quand j'ai regardé sur la terrasse. J'ai vu Grégoire et Chloé debout près du brasero, riant d'une blague privée. Alors que j'observais, leurs têtes se sont tournées l'une vers l'autre, leurs visages un peu trop proches, leur langage corporel un peu trop familier. Une étrange sensation de picotement m'a parcouru la peau. « Tu es parano », me suis-je dit en secouant la tête. « Tu voulais qu'ils s'entendent bien. » Je suis sorti pour les rejoindre, un grand sourire figé sur mon visage. Mais quand je suis entré dans le cercle de lumière du feu, je l'ai vu. Juste une fraction de seconde, alors que Chloé levait les yeux vers moi, son propre sourire a flanché. C'était comme un rideau qui glisse, révélant une lueur de quelque chose d'autre. De l'agacement, de la culpabilité, avant d'être remis en place. Mon propre sourire me semblait gelé sur mon visage. Quelque chose n'allait pas. Mes instincts, ceux que j'avais ignorés en l'embauchant, me hurlaient maintenant dessus. Ce pressentiment s'est alourdi lorsque Laurent, notre chef de la sécurité, a commencé à agir étrangement. Laurent était avec moi depuis les débuts. C'était un policier à la retraite avec un humour pince sans rire et une loyauté sans faille que je chérissais. Mais maintenant, il évitait mon regard lors des réunions et écourtait les conversations dès que j'approchais. Il a commencé à me regarder avec une expression que je ne pouvais pas identifier. Ça ressemblait à de la pitié. Une nuit, bien après que tout le monde soit parti, je l'ai appelé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. « Laurent », dis-je en me penchant sur mon bureau. « Quelque chose vous tracasse. » « Je le vois. »« S'il vous plaît, dites-moi simplement ce que c'est. » Il s'est agité sur sa chaise, l'air profondément mal à l'aise. Il a hésité un long moment, puis a finalement croisé mon regard. « Madame Lefebvre. »« Éléonore, » dit-il à voix basse. « Vous devez voir quelque chose sur les images de vidéosurveillance. » Un frisson me parcourut l'échine comme une araignée. « Montrez-moi. » Il sortit sa tablette, ses doigts semblant trembler légèrement alors qu'il tapotait l'écran. Il me la tendit sans un mot. L'écran s'illumina d'une vue familière. Le couloir principal devant les salles de conférence, horodaté d'il y a 2 semaines. Et puis je les ai vus. Grégoire et Chloé marchant côte à côte, riant. Sa main frôla la sienne nonchalamment. Son visage se pencha vers le sien. Et puis mon monde s'est arrêté. Ils s'embrassaient.
pas un baiser chaste. Un baiser profond et passionné, pressé contre le mur de l'entreprise que j'avais bâtie à partir de rien. Puis ils se sont glissés dans le débarras adjacent, et le champ de la caméra était de nouveau vide. Ma bouche est devenue sèche. Ma vision s'est brouillée. Je ne pouvais plus respirer. Mes doigts semblaient engourdis alors que Laurent, le visage sombre, faisait glisser l'écran vers un autre clip. Un autre jour, un autre coin du bureau, la même trahison. Il a fait défiler encore et encore. C'était une compilation de mon mari et de ma sœur, sous mon toit, dans mon entreprise, détruisant ma vie, clip après clip dévastateur. Depuis combien de temps? La question sortit comme un murmure étranglé que je reconnus à peine comme le mien. La voix de Laurent était lourde de chagrin. J'ai vérifié les archives. Au moins 3 mois, dit-il doucement. Je suis tellement désolé, Éléonore. La tablette me brûlait les mains. Toutes ces nuits où Grégoire prétendait travailler tard, tous ces rapports élogieux sur les performances de Chloé, tout était un mensonge. Mon mari et ma sœur. Le monde a basculé sous mes pieds, et je me suis senti en chute libre dans un espace noir et vide. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un brouillard complet. Je ne me souviens ni du trafic, ni de l'itinéraire. Tout ce dont je me souviens, c'est de serrer le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches comme l'os, la peau tendue sur elles. Chaque feu rouge, chaque kilomètre n'était qu'un autre moment pour que les images se rejouent dans mon esprit en une boucle torturante. La main de Grégoire sur le creux des reins de Chloé. Chloé penchant la tête pour le regarder avec une expression d'adoration qu'elle ne m'avait jamais donnée. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'odeur d'ail et de tomate m'a frappé. Grégoire était dans la cuisine, fredonnant au son de la radio en remuant une casserole de sauce pour pâtes. La pure domesticité béate de la scène m'a soulevé le cœur. « Tiens, tu es rentré tôt », dit-il avec ce sourire facile et familier qui, je le savais maintenant, était un mensonge complet. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste approché de lui, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appuyé sur lecture sur la première vidéo que Laurent m'avait envoyée. J'ai monté le volume au maximum. Le son de leur rire partagé a rempli notre cuisine, rebondissant sur les plans de travail propres et les appareils en acier inoxydable. Grégoire se figea, c'est maintenant toujours la cuillère en bois en plein mouvement. Ses yeux se sont rivés sur le petit écran et chaque once de couleur a quitté son visage. Le sourire charmant a disparu, remplacé par un masque de pure panique. Éléonore, balbutia-t-il, sa voix soudainement faible. Écoute, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Ma voix tremblait, un cocktail terrifiant de fureur et de cœur brisé. Expliquer comment tu couches avec ma sœur dans les couloirs de mon entreprise. L'entreprise qui paie ton salaire? Il posa la cuillère avec un cliquetis et tendit la main vers moi. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. Ne t'avise pas de me toucher, ai-je grondé, reculant comme si ses mains étaient en feu. Il ouvrit de nouveau la bouche, probablement pour tisser une autre toile de mensonges, mais je l'ai interrompu. Un cri rauque et guttural s'est arraché de ma gorge, si fort et si plein de douleur que ma gorge en a brûlé. C'était le son d'années de trahison, d'être la seconde, de faire confiance aux mauvaises personnes, tout cela éclatant en même temps. Sa bouche se referma brusquement. Il m'a regardé, vraiment regardé, et pour la première fois, il a vu qu'il n'y avait plus de chance, plus d'explication. « Fais tes valises, dis-je, ma voix étrangement calme après le cri. Et dégage. C'est fini pour toi. Pour vous deux. Vous êtes virés. » Il m'a juste fixé un instant, les lèvres entr'ouvertes. Puis il les a refermées, a hoché la tête une seule fois, d'un air vaincu, et s'est tourné pour monter à l'étage. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour la discussion. Cette nuit-là, assise à mon bureau, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine taper, j'ai rédigé leur lettre de licenciement. L'ironie la plus cruelle était de signer le nom de mon propre mari sur la ligne qui mettait officiellement fin à sa carrière dans mon entreprise. Le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. C'était ma mère. J'ai ignoré ses appels, mais elle était implacable, appelant encore et encore jusqu'à ce que je finisse par répondre, ma patience à bout. « Qu'est-ce qui se passe, Éléonore » a-t-elle exigé. Pas de bonjour, pas de préambule. Grégoire est chez nous avec une valise. Chloé n'arrête pas de pleurer. Tu dois venir ici tout de suite et arranger ça. Arranger ça? L'audace de la chose m'a presque fait rire, un rire hystérique et brisé. Le savais-tu, ai-je demandé doucement,
la question flottant dans l'air entre nous. Son silence fut ma réponse. Il disait tout. Quand je suis arrivé chez mes parents ce soir-là, c'était exactement comme je l'avais imaginé. Ils étaient tous là, à m'attendre dans le salon. Ma mère, mon père, Chloé et Grégoire. Les 4 personnes qui auraient dû être mes fondations ressemblaient maintenant à un jury d'étrangers attendant de me tomber dessus. Sans dire un mot, je me suis dirigé vers leur grand écran de télévision, j'ai connecté mon téléphone et j'ai lancé l'une des vidéos. L'écran s'est illuminé de l'image de Grégoire et Chloé s'embrassant passionnément, sa main emmêlée dans ses cheveux. Ma mère a eu un hoquet théâtral. Mon père fixait le sol, refusant de regarder l'écran. Chloé s'est couvert le visage et a commencé à sangloter bruyamment. « Comment avez-vous pu tous me trahir comme ça ?» Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Pendant un instant, la pièce fut lourde de ce que je pensais être de la culpabilité, mais je me trompais. Ce n'était que de la stratégie. Ma mère s'est ressaisie la première, son expression se durcissant. « Éléonore, personne ne voulait te faire de mal, dit-elle, sa voix dépourvue de toute chaleur. Ces choses arrivent. Les gens tombent amoureux sans le vouloir. » Chloé leva son visage strié de larmes, d'une voix tremblante de fragilité étudiée, elle murmura « On ne voulait pas que ça arrive. On n'a pas pu l'empêcher. Grégoire et moi, on s'aime. » Grégoire tendit la main et prit la sienne, un geste de solidarité qui me retourna l'estomac. Et puis Chloé a prononcé la phrase qui a fendu mon monde en deux. « Je suis enceinte. » L'air m'a manqué. « Quoi ?» De presque 4 semaines, murmura-t-elle, sa main libre reposant délicatement sur son ventre. « On allait te le dire. » J'ai reculé comme si elle m'avait physiquement frappé. Mais Grégoire s'est penché en avant, son ton soudainement froid et calculateur. « Tu ne peux pas nous virer sans motif valable, Éléonore. C'est illégal. On va te poursuivre en justice. » Mon père a enfin pris la parole, sa voix tranchante de jugement. « Tu réagis de manière excessive, Éléonore. Personne ne devrait perdre son emploi pour ça. » Chloé, voyant son avantage, a insisté, ses larmes se séchant en calcul. « Je subis un stress énorme à cause de toi, dit-elle, le menton levé avec défi. Mon médecin dit que le bébé pourrait être en danger. J'ai des documents médicaux. Et c'est là qu'ils ont exposé leur plan. Ils allaient se marier dès que notre divorce serait finalisé. Ils exigeaient que je les réintègre tous les 2 immédiatement. Elle a besoin de stabilité, Éléonore, a insisté ma mère. Sinon quoi? Ai-je demandé, la voix plate. Sinon, nous déposons une plainte demain, a dit froidement Grégoire. Licenciement abusif, détresse émotionnelle, mise en danger d'un enfant à naître. Comment penses-tu que tes clients réagiront à ces gros titres? J'ai regardé leur visage. Ma mère qui m'avait dit de protéger ma sœur. Mon père qui m'avait fait la leçon sur le devoir. Mon mari qui avait juré fidélité. Ma sœur qui avait tout pris. Et à ce moment-là, complètement seul face aux 4 personnes qui auraient dû être mes fondations, je suis parti sans un mot de plus. La guerre venait de commencer. Le matin après avoir quitté cette maison, je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie. La trahison était si complète, si totale, que je ne savais plus où me tourner. Mais je me suis souvenu d'un nom que j'avais entendu murmurer dans les cercles d'affaires pendant des années. Maître Dubois. C'était un avocat spécialisé en divorce, réputé pour être aussi tranchant qu'un scalpel et aussi inflexible que la pierre. Il était exactement ce dont j'avais besoin. Assise dans son bureau aux boiseries d'acajou, j'ai expliqué la situation d'une voix engourdie et détachée. Je lui ai parlé de l'adultère, de la grossesse, des menaces de procès. Il a écouté en silence, son visage impénétrable, jusqu'à ce que j'ai terminé. Puis il s'est penché en avant et a posé une question qui m'a glacé. « Madame Lefebvre, dit-il, ses yeux vifs et intelligents. Êtes-vous sûr que la trahison ne se produit que dans votre vie personnelle? Les personnes qui franchissent de telles limites dans un domaine de leur vie les franchissent souvent ailleurs. Avez-vous vérifié les finances de votre entreprise? » Mon cœur a bondi. Non. J'avais entièrement fait confiance à Grégoire pour la partie opérationnelle et financière de l'entreprise. L'idée qu'il puisse me trahir là aussi ne m'avait même jamais traversé l'esprit. En quelques jours, Maître Dubois a rassemblé une équipe d'experts comptables judiciaires. Ils ont investi les comptes de mon entreprise, passant au crible des années de registres que j'avais confiés à Grégoire. J'ai essayé de travailler,
de garder les apparences avec mes employés, mais je passais la plupart de mes journées dans une salle de conférence avec les auditeurs, regardant pendant qu'ils épluchaient les couches de ma vie. Les résultats m'ont coupé le souffle. C'était pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement de l'infidélité, c'était une conspiration. De fausses factures pour des services jamais rendus. Des honoraires de conseils fantômes versés à des sociétés écrans. Des paiements à des fournisseurs qui menaient directement à des comptes bancaires au nom de Chloé. Grégoire avait siphonné de l'argent pendant des mois, de petites sommes au début, puis devenant de plus en plus audacieux avec le temps. Chloé avait été tout aussi complice. Elle avait gonflé ses notes de frais avec des vêtements de luxe, des soins au spa, et même un voyage d'affaires à Saint-Tropez qui coïncidait avec un festival de musique. Et la touche finale écœurante, il y avait des paiements de conseils mensuels versés à mes parents. Ils étaient payés par l'entreprise que j'avais bâtie à la sueur de mon front. Tout en sachant que leur autre fille couchait avec mon mari. Ils étaient tous de mèche. Assise dans le bureau de Maître Dubois avec les preuves étalées devant moi, mes mains tremblaient. Ce n'était plus un simple drame familial compliqué. C'est de la fraude, a dit Maître Dubois, la voix sombre. Du détournement de fonds. Nous ne combattons plus seulement un procès pour licenciement abusif, Éléonore. Nous partons en guerre avec des preuves de crimes graves. Fidèles à leurs paroles, ils ont frappé les premiers. Les plaintes ont été déposées en une semaine. Licenciement abusif, détresse émotionnelle, discrimination à l'encontre d'une femme enceinte. Grégoire a même eu l'audace de demander une prestation compensatoire, affirmant qu'il avait joué un rôle déterminant dans la croissance de mon entreprise. Mes parents ont déposé des déclarations sous serment les soutenant, jurant que j'étais une sœur instable et jalouse qui avait pris pour cible la pauvre et fragile Chloé par dépit. Le premier jour au tribunal, j'ai eu l'impression de marcher vers ma propre exécution. Chloé est arrivée, l'air pâle et frêle, une main posée en permanence sur son ventre, l'image parfaite de la maternité fragile. Grégoire marchait à ses côtés, la mâchoire serrée, jouant le rôle du partenaire protecteur. Mes parents les flanquaient comme des gardes du corps. Ensemble, ils ressemblaient à une famille. Et moi, celle qui avait été trahie par chacun d'entre eux, je ressemblais à la méchante de l'histoire. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Chloé, un homme suffisant au sourire condescendant, s'est penché près de moi. « Madame Lefebvre, dit-il, la voix dégoulinante de fausse sympathie. N'est-il pas vrai que vous avez toujours été jalouse de l'esprit libre de votre sœur? N'est-il pas vrai que vous l'avez renvoyée par pure jalousie lorsque vous avez découvert qu'elle avait trouvé le bonheur avec votre mari? Non, dis-je, ma voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Je l'ai renvoyée pour conduite inappropriée sur le lieu de travail et pour faute financière, ce que nous avons largement documenté. Au signal, Chloé a fondu en larmes, un sanglot dramatique et haletant. Elle essaie de me faire perdre mon bébé, s'est-elle écriée, la voix brisée. Le stress qu'elle me cause, ça pourrait mettre la grossesse en danger. Le juge a appelé à l'ordre, mais le théâtre a fonctionné. Je pouvais voir le jury s'agiter mal à l'aise sur leur siège, leurs yeux pleins de sympathie pour la femme enceinte en pleurs. Mon estomac s'est noué de rage et de peur. Ils étaient de brillants acteurs, et leur scène était cette salle d'audience. Pendant un instant terrifiant, j'ai cru qu'ils pourraient réellement gagner. Mais ils avaient sous-estimé Maître Dubois. Il est resté calme, imperturbable face à leur performance. Un par un, il a commencé à présenter les preuves, non pas avec colère, mais avec la compétence froide et précise d'un chirurgien exposant une infection profonde. Il a commencé par les relevés bancaires, les projetant sur un grand écran pour que toute la cour puisse les voir. Il a montré les transferts de fonds illégaux, les paiements aux sociétés écrans, les virements directs sur les comptes de Chloé et de mes parents. Sont venus ensuite les emails entre Grégoire et Chloé discutant de la manière de déguiser des dépenses personnelles en frais professionnels. Puis les images de vidéosurveillance authentifiées, ne laissant aucun doute sur la conduite inappropriée. Il a présenté les notes de frais gonflées de Chloé, soulignant les achats de luxe, un sac à main à 2000 €, un week-end au spa, des billets d'avion en première classe. Le jury, qui l'avait regardé avec tant de sympathie auparavant, la dévisageait maintenant avec suspicion. Mais le coup de poignard, le coup de grâce final et dévastateur, est venu des enquêteurs privés de Maître Dubois. D'abord, il a prouvé que le certificat d'administration des affaires que Chloé m'avait si fièrement montré était un faux diplôme acheté sur Internet. Le visage de Chloé est devenu blanc. Puis, Maître Dubois a présenté sa dernière découverte. Les enquêteurs avaient retracé le passé de Chloé, découvrant un schéma.
3 hommes différents dans une autre région avaient déposé des plaintes contre elle pour fraude à la carte de crédit et vol au fil des ans, pour ensuite mystérieusement retirer leurs plaintes peu de temps après. Maître Dubois a alors présenté des relevés bancaires montrant que mes parents avaient discrètement dédommagé chacun de ces hommes, protégeant Chloé des conséquences de ses actes, comme ils l'avaient toujours fait. Ce n'est pas une erreur isolée, a dit Maître Dubois au juge, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. C'est un schéma de tromperie calculé, soutenu et encouragé par sa famille. Ma cliente n'est pas la méchante ici. Elle est la victime d'une conspiration coordonnée de longue date. Pour la première fois, j'ai vu des fissures dans l'armure de Grégoire. Il refusait de me regarder, sa mâchoire se contractant et se décontractant. Chloé avait cessé de pleurer et chuchotait maintenant furieusement à son avocat. Et mes parents semblaient plus petits que je ne les avais jamais vus, ratatinés et exposés sous les lumières crues de la salle d'audience. La toile de mensonges qu'ils avaient tissée pendant des années était enfin en train de se défaire complètement. Le dernier jour au tribunal semblait surréaliste. Chaque son paraissait amplifié, le bruissement des papiers, le juge s'éclaircissant la gorge, les reniflements mis en scène de Chloé 2 rangs derrière moi. Quand le juge a finalement commencé à parler, la salle entière a retenu son souffle. Sur la base des preuves accablantes présentées, dit-il, sa voix ne laissant aucune place au doute, ce tribunal se prononce en faveur de la défenderesse, Madame Éléonore Lefebvre. Les mots ont frappé comme le tonnerre. La tête de Grégoire est tombée dans ses mains. Chloé a laissé échapper un hoquet, se tenant le ventre comme si le verdict lui-même était un coup physique. Ma mère a murmuré, non, non, ce n'est pas possible, tandis que mon père restait rigide, son visage un masque de rage glaciale. Le jugement fut impitoyable et rapide. Tous les fonds détournés de mon entreprise devaient être restitués avec intérêt. En raison de la gravité du détournement de fonds et de la fraude, Grégoire a été condamné à 3 ans de prison ferme. Mon divorce a été finalisé sans aucune prestation compensatoire accordée. Chloé a reçu une peine avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve, n'échappant à la prison que parce qu'elle était enceinte. Et mes parents, bien qu'échappant à des poursuites pénales, ont vu leur compte bancaire gelé pour rembourser leur part de l'argent volé. Leurs finances étaient en ruine. Lorsque le marteau a frappé une dernière fois, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune joie, juste un vide immense et creux. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de recoller les morceaux de ma vie. J'ai vendu la maison que Grégoire et moi avions partagée. Ces murs me semblaient empoisonnés de souvenirs. J'ai emménagé dans un appartement plus petit près de mon bureau, une page blanche. Au travail, j'ai été transparente avec mes employés, et lentement, nous avons reconstruit la confiance qui avait été brisée. Mes parents ont essayé d'appeler. Des lettres sont arrivées, remplies de plaidoyers pour la compréhension et le pardon. J'ai bloqué leur numéro et renvoyé le courrier sans l'ouvrir. Par une connaissance commune, j'ai appris que Chloé avait donné naissance à un garçon. Qu'elle et Grégoire s'étaient mariés dans le parloir de la prison, échangeant leurs vœux sous des néons. J'ai entendu dire qu'elle et le bébé vivaient maintenant avec mes parents, tous les 4 luttant pour joindre les 2 bouts dans la maison où j'ai grandi. Parfois, tard dans la nuit, la culpabilité essayait de s'insinuer. J'imaginais un bébé avec les yeux de Grégoire, innocent de tout cela. Mais ensuite, je me souvenais de la froideur dans leur voix quand ils m'ont menacé, du calcul dans les larmes de Chloé, et de la façon dont mes parents les ont choisis eux, plutôt que moi, à chaque fois. Ils ne m'avaient pas seulement trahi, ils s'étaient détruits par leur propre cupidité et leurs propres mensonges. Alors, j'ai choisi de ne pas me sentir coupable. Au lieu de cela, je me suis consacré à la reconstruction de mon entreprise et de moi-même. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les traumatismes ou des inconnus, avec leur propre vie brisée, m'ont appris le sens de la solidarité. Mon entreprise s'est développée, doublant sa base de clients en 2 ans. Un soir, j'ai sorti une vieille photo de tante Béatrice et moi. Nous étions à une fête foraine. Son bras passait dans le mien, toutes les 2 riant de quelque chose juste hors du cadre. Sa voix a résonné dans ma mémoire, aussi claire que le jour, fais confiance à tes instincts, Éléonore. Ils te mèneront rarement sur la mauvaise voie. J'aurais dû l'écouter plus tôt, mais je l'écoute maintenant. L'avenir semble incertain, oui, mais pour la première fois, il semble être entièrement et complètement le mien. Je ne vis plus dans l'ombre de ma sœur, ni sous le jugement de mes parents, ni dans les décombres de la trahison d'un mari. Je suis seule, et je ne me suis jamais sentie aussi forte.